Bonjour à tous. Est-ce que ça va comme ça, vous entendez? Ok, très bien. Donc, moi, je suis Sheila. Moi, c'est Florent. On s'est organisé avec Florent. Moi, je vais commencer. Et puis, Florent va prendre le relais. Et puis, on va peut-être revenir sur autre chose après. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que ce temps ensemble soit vraiment un temps ensemble. Donc, on avait prévu d'avoir une présentation pendant 1 heure et puis des temps de questions après. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas trop comme ça. Donc, je peux vous solliciter. Vous pouvez solliciter à tout moment. Après tout, c'est votre colloque. Et l'important, c'est que vous en sortez d'ici avec voilà, ce que vous avez à prendre d'ici. Donc, vous pouvez toujours m'interrompre. Oui, pas trop quand même, mais si. Voilà, parce que c'est, après tout, c'est vos établissements qui sont en question. Je vais commencer. Bon, c'est plutôt ma pense-bête, cette machine, mais c'est pour que je n'oublie le moins possible. Oui, ça, c'est moi, donc. Effectivement, j'accompagne des établissements depuis bientôt 25 ans sur le sujet de la vie intime, la vie affective, la sexualité. Je suis sexologue, diplômée en sexologie et santé publique de 2e formation, et ma première formation est dans la rééducation, donc auprès des personnes en situation de handicap. Bon, pour moi, il faut qu'on commence là. C'est pas très sexy, mais ça commence par ça, le droit à. Alors, en fait, en France, on n'a pas un droit à la sexualité. On a un droit au logement. Oui, mais on n'a pas. Personne n'a un droit à la sexualité. Voilà, c'est une liberté individuelle. Voilà, exactement. Madame, j'entends que vous êtes en train de dire quelque chose. Est-ce que vous êtes bien positionnée? Est-ce que vous souhaitez vous tourner pour mieux nous voir? Oui. Voilà, parce que je vois que vous. Est-ce que... Ça, c'est une très bonne idée. Alors, on commence avec la partie moins fun des droits et libertés, pour qu'on ait des bonnes bases tous ensemble. Mais n'hésitez pas. Oh, je vois qu'on va rester ensemble après, hein, je pense. Cette fois-ci, on va se concentrer plutôt sur la partie institutionnelle, même s'il y a tout plein de choses à dire. Éducatif. Il y a un nouveau circulaire qui vient de sortir. Si vous voulez ce nouveau circulaire alors c'est un titre, mais je serais vulgaire si j'essaye de le dire. Bref, il y a un nouveau circulaire qui vient de sortir depuis fin juin sur l'accès à la vie intime, la vie affective, la sexualité dans des établissements médico-sociaux. Moi je l'ai, si quelqu'un veut me donner leur clé pour le prendre, pour qu'on puisse faire vivre ce circulaire. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Donc c'est vraiment fait pour... C'est pas mal. Enfin, il faut en profiter que le gouvernement s'y intéresse pour affirmer cette charte. Est-ce que vous avez des questions très spécifiques par rapport à la loi? La loi. Comment? Oui, tout à fait, en faveur des personnes... Mais je pense plutôt à sexualité et loi. Quand est-ce que la loi intervient dans notre sexualité? Du style, tant qu'on est dans les âges et c'est consenti et en dehors de la vue des autres, on a le droit d'avoir une relation sexuelle où on veut. On ne légifère pas tant que c'est dans les clous, législativement parlant, je veux dire, dans les âges, pas, etc., etc. Et on n'est pas vu. Donc ça veut dire que sur son foyer, sur son établissement, la loi ne légifère pas. Donc on a une liberté d'avoir des relations intimes sexuelles où on veut. Mais c'est pas évident d'avoir ça, c'est ça que vous dites. Mais alors, si la loi dit que c'est possible, pourquoi c'est pas évident? Mais qui c'est qui nous dit que la loi est possible? Donc, est-ce que si je vous entends, vous n'êtes même pas informé que c'est ça la loi? D'accord, ok. Donc, si vous avez des... Monsieur, vous voulez dire? Alors, vous pensez à quelle loi, par exemple, monsieur? Redites. Oui. Oui, mais vous pensez à quoi, en plus de ce que je viens? Oui, il y a plusieurs lois. Oui, tout à fait. Et comment peut prouver que la loi existe
Je vais doucement. Comment on peut quoi? Comment on peut prouver Comment on peut prouver que la loi existe? si on n'a plus de papier? Sur quoi on peut s'appuyer? C'est ça? Non, Les papiers? non. Si on n'a pas les papiers pour vous prouver. Pour prouver quoi? Alors, si vous voulez faire ces textes de loi, n'hésitez pas, je vais vous donner ces différents textes. Non, mais si moi demain, je suis amoureux. Demain, si je suis amoureux d'un homme ou d'une femme. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à... En France, on ne légifère plus sur qui peut se retrouver, des hommes et des femmes et des hommes. Tant qu'on est OK. Et si on se fait un câlin Si on veut faire un câlin dans la dans la chambre, chambre, comment on peut... comment on peut? Bah, déjà, il faut trouver quelqu'un avec qui faire le câlin. Et parfois... Et- Ah bah, parfaitement. Vous êtes libre d'inviter la personne de votre choix tant que vous êtes d'accord tous les deux. Et vous ne dérangez pas les autres, c'est ça l'idée. Il n'y a pas de loi, en tout cas en France, qui légifère sur ce genre de choses. On est libre d'inviter qui on veut. Alors, il y a monsieur derrière aussi qui souhaiterait dire quelque chose. Allez-y, monsieur. J'aimerais bien vous donner... oui, je vais prendre l'autre. Oui, c'est pas très grave. Est-ce qu'il existe une loi pour reconnaître leurs enfants quand on est parent à la maternité? Ou on peut décider d'avorter? Alors, ce que vous dites est très intéressant Ou dans le pas. sens où il n'y a pas de loi spécifique aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne la sexualité. Nous sommes tous citoyens à part entière. Et donc, on est tous concernés de la même façon. Donc, si vous êtes père d'un enfant, vous ferez comme votre voisin ou votre papa quand il va à la mairie et il reconnaît son enfant. Voilà, il n'y a pas de loi spécifique. Qui peut décider de ça à part nous? Comment ? À part nous et les médecins, qui peut décider de décider cette loi? Voilà. Alors, même ce que vous venez de dire me fait penser aussi à la contraception. Ce genre de choix personnel, c'est entre la personne et son médecin. Donc la contraception, par exemple, c'est prévu dans la législation. Le choix de contraception, c'est entre la personne et son médecin. Personne ne peut obliger qui que ce soit à avoir une contraception. Personne ne peut empêcher quelqu'un d'utiliser une contraception. D'accord. Est-ce que ça répond à la question ? Merci. Merci pour vos questions, c'est parfait. Oui. Non, ça n'ira pas jusqu'au bout. Quand on est dans le même foyer, quand on est dans un foyer comme vous, oui. Parce que l'établissement, il est obligé de nous aider à nous coucher. Ils sont obligés de coucher les deux personnes. Vous êtes obligé de quoi Coucher les deux personnes, même si elle n'y arrive pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous êtes obligé d'avoir l'intervention d'un tiers. Voilà. Tout c'est à ce que fait. je veux dire. Bah, oui, ça c'est la réalité de la vie pour certains. Tout Voilà. à fait. C'est- Alors, ce que ça me fait penser, ce que vous venez de dire, c'est que, par exemple, ces tiers qui vous aident, ces tiers, par leur rôle de professionnels dans l'établissement, ne peuvent pas participer à votre excitation sexuelle. Voilà, ils peuvent vous aider à vous déshabiller, à faire des soins qu'il vous faut, s'assurer que vous êtes propre, mais un professionnel ne peut pas venir vous toucher le sexe, par exemple. Voilà. Je profite de votre question pour voilà, aller plus loin. Il y a encore une question là? Allez, on y va.
Juste un instant, madame, il y a quelqu'un derrière que vous ne voyez pas. Oui, oui. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais quand une femme et un homme ont les rapports sexuels, il ne doit pas laisser tomber la femme qui est enceinte. Il ne doit pas laisser tomber la... Ils ne doivent pas laisser tomber la femme qui est enceinte. Ah. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Merci d'avoir précisé. Comme on a dit, on est tous citoyens et ça fait partie de nos droits citoyens. Tout à fait. Monsieur, attendez, juste un instant, madame, parce qu'on va laisser les personnes qui viennent rentrer. Il y a des sièges ici, plutôt de ce côté, donc si vous voulez traverser, n'hésitez pas. On vous fait un peu de musique, comme ça vous allez faire vos défilés. Ta 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 ta. Donc madame voulait dire, s'il vous plaît. Ah, Attendez, alors, attends, ici- juste- Ça fait un Que peu de pose bruit, on va attendre que ça se calme un petit peu. Je vous tends le micro, ne vous inquiétez pas. Je vous tends le micro, j'attends juste que ça se calme un petit peu, parce qu'il y a du bruit là-bas. D'accord? Voilà. alors, quelqu'un qui avorte, qui n'arrive pas à avoir un bébé, Oui. c'est un sextoy. Non. Non. Non, j'arrive pas à le dire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se marier. Bon, j'ai entendu 3 sujets différents. L'avortement, sextoys et quelqu'un qui ne veut pas se marier. Bon, on a déjà 3 sujets. Bon, l'avortement, et on a une chance en France, si quelqu'un fait ce choix-là, personnel, parfois accompagné de son médecin, c'est tout à fait possible en France. Il y a une législation. Si ça vous intéresse, je peux vous donner les papiers. Le deuxième, c'était les sextoys. À quel âge il faut avoir pour aller dans un sex shop ou sur Internet commander des sextoys? 18 ans. Exactement. Et si je peux profiter de l'occasion, donc à 18 ans, on peut aller dans un sex shop, choisir son objet qui convient. Moi, je vous conseille d'aller dans un sex shop, ne pas demander sur Internet. Y aller, parce que moi, je peux dire, ça ne se voit pas comme ça, mais j'en ai fait un certain nombre de sex shops, accompagné aussi de personnes en situation de handicap, et on est très, très bien accueillis. Et ce sont des gens, j'allais dire, si vous voulez acheter un four, vous allez chez Darty, vous voulez acheter un sextoy, vous allez dans un sex shop. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, ils peuvent vous donner du conseil. Vous pouvez regarder, vous pouvez, si ça vibre, vous entendez la vibration, le sentir. Il faut choisir son objet personnel. Voilà. Merci d'avoir parlé de ça. On peut continuer, ça va? Oui, et Allez, puis on va avancer. encore une avec monsieur. On va être là tout Question là. à causer. Allez-y. Moi, des fois, je cherche des filles normales parce que j'aime pas les personnes handicapées. Je préfère des filles normales parce qu'on peut échanger les numéros de téléphone. Voilà. Très bien. C'est plutôt une affirmation qu'une question, ça. J'entends une affirmation. A priori, c'est assez affirmatif. Ouais. Est-ce qu'il y a des professionnels qui travaillent dans des IME ou IMPRO? Je souhaite quand même préciser quelques petites choses par rapport à ces structures assez exceptionnelles, dans le sens où c'est une structure d'enfants. Jusqu'à quel âge ils peuvent avoir dans votre IME? 20 ans et pas plus. Oui, mais justement, c'est le plus qui m'intéresse. Oui. Oui, mais justement, quel âge? 25? 27. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que dans un établissement d'enfants, on accueille des adultes pendant, si c'est 27 plus les 18-20, donc 9 ans de leur vie d'adulte se passe dans une structure d'enfants. Et donc, avec toute la législation qui concerne des adultes, qui pourrait facilement être un peu piétinée parce que on se donne l'excuse entre guillemets que c'est une structure d'enfants. Donc il va falloir qu'on fasse un travail éducatif pour vraiment marquer la place de ces adultes qui sont toujours accueillis dans une structure enfant, pour vraiment qu'ils puissent profiter pleinement de leur âge d'adulte, pour expérimenter des choses, voilà, même dans ce secteur d'adultes. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Aussi par rapport aux IME, juste par rapport à la loi, et puis on va avancer par rapport à la loi, parce que vous accueillez donc des enfants dans cette structure, et les parents ont l'autorité parentale sur leur enfant jusqu'à 18 ans. Hein. Et si deux jeunes gens ont une relation sexuelle au sein de l'IME, vous avez un devoir d'informer la famille pour qu'ils puissent jouir de leur autorité parentale. Ça paraît un peu étrange quand ils ont la majorité sexuelle, donc ils doivent être
responsables de leur choix, mais c'est pour que les parents puissent prendre leur responsabilité d'accompagner leur enfant pour contraception, préservatif, etc. Voilà, c'est ça l'idée. Par contre, pour les adultes, vous n'avez plus cette obligation. Dans vos différentes structures, est-ce que vous avez écrit une charte sur la vie intime, la vie affective, sexualité ou un écrit quelconque? Nulle part. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Merci. Non, parce qu'avec le masque, on n'entend pas grand-chose. Alors nous, on a fait une charte vie affective et sexuelle, mais en gros, concrètement, on a le droit de rien faire au sein de l'établissement. Ah. Et on envoie juste les parents vers des professionnels. Extérieur. Voilà, c'est ça. Alors, la loi, c'est la loi. Donc, on ne peut pas vraiment interdire. Par contre, qu'on dise dans votre... C'est votre charte? Non, pas du Non. tout. Par contre, ce qui est peut-être plus approprié dans une charte, c'est de dire ce lieu n'est pas un lieu approprié pour ces relations. Ça, c'est plus juste. Mais de dire qu'on interdit, mais on ne peut pas l'interdire. La loi ne nous permet pas d'interdire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est beaucoup plus pédagogique de dire l'IME n'est pas un lieu approprié pour des relations intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, la nuance est quand même intéressant de pouvoir le mettre dans ces termes-là et pas inventer des lois qui n'existent pas. Sauf si c'est entre des... Voilà, en principe, des jeunes de moins de 14 ans n'ont pas l'âge pour pouvoir consentir leur relation, et encore moins avec des majeurs. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Il y a des directeurs et des directrices d'établissement qui interdisent la sexualité entre les gens. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Je le regrette. Est-ce que vous avez compris? Les directeurs et les directrices qui interdisent la sexualité en établissement. Mais ça, c'est pas possible par la loi française. On ne peut pas l'interdire entre deux personnes consentantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux personnes qui sont d'accord tous les deux. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Comment? Oui, vous l'avez vu, oui, bah oui. Oui, quand je parlais de piétiner des droits et libertés des personnes, c'est de ça dont on parle. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je dis malheureusement, ça existe. Malheureusement, ça existe, bah oui, tout à fait. Est-ce que dans vos projets personnalisés, est-ce que la question est abordée dans votre... Alors, je précise, parce que vous avez un projet personnalisé, mais vous avez aussi ce temps de préparation d'un projet personnalisé. Est-ce que pendant le temps de préparation d'un projet personnalisé, la question se pose? Comment? Chez vous? Chez vous, oui? Ah bah ça, je... Alors, monsieur, vous donnez, pour moi, la bonne exemple. Quand il y a quelqu'un qui a la possibilité, qui a la motivation, qui est prêt à se défendre, il en parle, elle en parle. Très bien, donc on va aborder ça dans son projet. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt ceux pour qui c'est un peu plus subtil. Est-ce qu'on va aller chercher pour savoir si quelqu'un souhaiterait qu'on les accompagne d'une manière ou une autre sur leur vie intime, affective, relationnelle, sexuelle? Est-ce qu'on glisse une petite ligne dans la préparation de leur PP en disant « Est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Est-ce que tu veux qu'on t'aide » vous avez un exemple? Allez-y, expliquez votre exemple. Attendez, enlevez-moi le masque, s'il vous plaît. Moi, oui, pour ma part, je suis en lien avec la PAS. D'accord. L'association La PAS, mais qu'est-ce qui fait exactement cette association La PAS? C'est une association d'aidants sexuels. Et La PAS, elle n'a jamais... j'ai eu la secrétaire, mais on n'a jamais eu suite parce que
parce que on avait demandé à ce que moi, dans mon projet une envie de venir faire intervenir une aidante sexuelle, mais avec le Covid, on n'a pas pu se réaliser. On n'a pas pu se réaliser. Ok. Mais je suis toujours en lien avec la passe. D'accord. Mais Est-ce que je peux profiter de ce que vous venez de dire pour dire la loi sur l'assistance sexuelle? oui, Ou comment la loi oui, peut là, oui, intervenir? Il se oui. trouve que depuis 2008, je fais partie d'équipe de formateurs des assistants sexuels. Et le week-end dernier, on a certifié 10 nouvelles assistants sexuels. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et en temps Covid, c'était pas simple, mais ça y est, c'est fait. Il y en a 10 qui sont certifiés, dont 4 Français. Qui habitent en France. Et donc, la loi. Donc, les seules lois applicables aujourd'hui, alors, l'État est censé sortir un texte prochainement, mais ils ont dit ça au mois de janvier. Et ils disent d'ici la fin de l'année. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on a un texte qui nous dit le contraire, la seule législation applicable pour des assistants sexuels, c'est la législation sur la prostitution. Ça veut dire que l'assistant sexuel, homme ou femme, peut pratiquer leur activité sans être inquiété par la loi. Voilà, donc ça c'est une première chose, parce que la prostitution n'est pas interdite, donc l'assistance sexuelle n'est pas interdit. Voilà, donc ils peuvent pratiquer. Le racolage n'est pas interdit, donc ils peuvent éventuellement ouvrir un site web en disant « je suis certifié en assistant sexuel ». Bon, très bien. Là où ça devient plus précis, c'est que le client en France, un client à la prostitution, risque une contravention. Voilà. Donc, si quelqu'un est client, paye quelqu'un pour un acte intime sexuel, risque d'être considéré comme un client à la prostitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire les policiers n'ont pas vraiment de volonté à aller chercher des clients à la prostitution. Du style, entre 2017 et 2018, il y a eu 3643 contraventions données sur tout le territoire français. C'est quand même pas grand-chose. Hein. Donc, j'allais dire, on affirme cette loi et on a réaffirmé cette loi en 2019. On souhaite que les clients risquent une contravention en France, sauf qu'on n'a pas voilà, il n'y a pas des policiers dans toutes les rues pour vérifier. Voilà, donc c'est possible d'avoir une contravention, mais certains prennent le risque en se disant qu'ils prennent peu de risques. L'autre élément par rapport à cette prostitution, c'est les tiers. Sur le proxénétisme. En France, un proxénète est quelqu'un, n'importe qui intervient dans cette relation client-professionnel du sexe. Ça veut dire que si un proche vous accompagne pour vous mettre en lien avec cet assistant sexuel, cette personne risque d'être considérée comme proxénète, même si cette personne ne reçoit pas d'argent. Moi qui reçois des demandes de personnes en situation de handicap et qui les transmettent aux assistants sexuels, je reste être considérée comme proxénète. Même si, alors, plus que du bénévolat, pour ce coup-là. Pourquoi ? Parce que c'est ça la loi. C'est le gouvernement qui a voulu avoir une attitude abolitionniste, on dit, en matière de prostitution. Voilà, et on n'a pas de texte qui précise l'assistance sexuelle. Monsieur a une question ? Oui. Alors, monsieur derrière, et puis on va faire courir le... Alors, je trouve ça ambigu. On a interdit le client est pénalisé, ouais. Et la professionnelle du sexe, non. Non, exactement. Vous avez tout compris. C'est un choix. Ça reste ambigu pour moi. Voilà, c'est pas très logique, mais c'est le choix qu'on a fait. Oui, madame. Je pense que je peux venir jusqu'à vous. Moi, ce que je voulais savoir, tout simplement, c'est parce que... Ah, pardon. J'ai vu des images sur la maternité. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir un enfant dans les foyers ? C'est une très bonne question. Alors, que dit la loi ? Alors, la loi ne se positionne pas par rapport à la maternité de qui que ce soit. Bien sûr. De qui que ce soit. On n'intervient pas là-dessus. Pour interdire à qui que ce soit en France d'avoir une maternité. Oui. Après, est-ce que c'est possible ? J'allais dire,
il n'y a pas de loi qui intervient dans les foyers. La seule chose que moi j'aurais envie de dire, c'est que est-ce qu'un foyer tel que vos foyers sont conçus aujourd'hui, est-ce que c'est un lieu adapté pour élever un enfant, vivre en famille? Je crois pas. Voilà. Donc, alors j'ai entendu parler d'un foyer dans le nord de la France qui ils ont décidé de faire une sorte de annexe au foyer où un couple pouvait élever leur enfant. Donc c'est un annexe. Donc ils ont leur lieu privé de famille avec tous les avantages, je dirais, d'encadrement qui est proposé par le foyer. Mais depuis mes 20 ans sur le sujet, c'est 2 exemples de ce style. C'est quand même très rare. Souvent, des gens sont obligés de quitter leur foyer pour avoir une autre, être suivi par un SAVS au lieu de vivre au foyer. Oui, je vous comprends. Bien. Ah oui, madame. Je peux pas. Oui. Par rapport aux assistantes, vous parlez alors en France et vous parlez aussi d'étrangers. Et quelles sont les lois par rapport à l'étranger, par rapport justement à leur profession? Est-ce qu'elles sont alors ça dépend. Chaque pays pas a ses lois sur la prostitution, donc c'est toujours basé sur les lois sur la prostitution. Voilà, donc si en Hollande, l'assistance sexuelle existe depuis les années 80, c'est parce que les Hollandais ont légiféré. On peut avoir des maisons closes, on peut être professionnel du sexe, le client n'est pas ennuyé, donc ça coule de source. En France, il n'y a pas de maison close. Donc, on ne pourrait pas avoir une association qui gère des assistants sexuels parce que ça serait considéré comme une maison close. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir sur ce texte. Ce que je peux espérer, c'est que peut-être on clarifie qui est le proxénète. Si une personne en situation de handicap a besoin d'un tiers pour aller chez le coiffeur ou manger ou sortir son argent de son compte, que ces tiers qui ne gagnent pas d'argent sur l'affaire soient considérés comme tiers et pas proxénètes. J'espère. Mais par contre, ça me semble, personnellement, je parle que pour moi, ça me semble assez incongru si on disait, si tu es personne handicapée, tu peux, sans être inquiété, voir une assistante sexuelle. Parce que ça veut dire que d'autres personnes valides qui vont aller voir des professionnels de sexe, eux, ils peuvent recevoir une contravention. Si on est tous citoyens à part entière, tout le monde doit être un peu à la même règle. Donc, je ne sais pas ce que ce texte va faire, mais... C'est pas encore. On m'a dit d'ici la fin de l'année. Moi, je vais attendre sur le pas de la porte pour. Oui, monsieur. Attends, s'il vous plaît. Ah non, c'est que pour des majeurs. Oui, on va dire ça comme ça. C'est que pour des majeurs. Oui, tout à fait. Je crois que je vais avancer. Oups, non, pas tant que ça. Est-ce que dans vos structures, on propose un travail éducatif sur ce qui concerne la vie intime, la vie affective, la sexualité? Oui. Qui intervient? Qui est intervenu dans votre... Ah, c'est vous qui êtes intervenu. D'accord. Vous avez animé un... Collaboration avec une sexologue, Émilie Saugrin, que peut-être d'autres personnes connaissent, mais voilà, depuis la période de la pandémie, on est sur de la visio en Zoom régulièrement avec elle et on travaille là-dessus pour effectivement inscrire dans le projet d'établissement, dans les projets personnalisés, dans le livret d'accueil, et dans une démarche alors après, suivant toute la logique institutionnelle, la possibilité que les résidents puissent profiter de cette vous resterez, une fois qu'on a fini, vous pouvez toujours venir lui poser des bonnes questions, de voir comment ils ont réussi à intégrer tout ça dans la structure. C'est une bonne ressource. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que vous avez fait un travail en intra, mais vous cherchez des intervenants extérieurs. Je trouve que l'idée, c'est de pouvoir faire intervenir cette sexologue qu'on a trouvée, qu'elle puisse intégrer l'institution dans le cadre des formations pour le personnel aussi. D'accord, pour vous accompagner dans votre réflexion. Nous accompagner tout le monde, tous les professionnels.
Très bien. J'invite aussi toutes les personnes qui sont ici présentes. 3 petites scénettes de films qui passent. Oui, très beau, très chouette. Qui font partie des films qu'on a présentés qu'on a réalisés, présentés déjà il y a quelques années, mais qui sont aussi intéressantes parce que ça parle d'intimité. C'est des jolies images. Dans des établissements médico-sociaux, c'est compliqué. Tout à fait. C'est pour passer la main à Florent. J'aimerais bien qu'on prenne un peu la suite de ce que vous venez de dire dans l'idée de ce travail éducatif qui doit être un peu institutionnalisé. C'est pas très sexy, mais institutionnalisé, mais pour que ça ait un poids, c'est ancré, c'est enraciné dans la structure. Je viens d'avoir un collègue qui dit que leurs initiatives qui étaient en place depuis des années, il y a, je suis désolée de le dire, hein, mais visiblement les psychologues sont pas d'accord, donc du coup tout a été balayé. Donc il faut quand même enraciner ces projets pour que ça reste. En tout cas, de ce qui préconise l'OMS en matière d'éducation, information, si vous voulez ces textes, je vous les donne volontiers. On n'a pas le temps pour ça, mais il y a des textes de l'OMS qui sont très clairs par rapport au travail éducatif, qui donnent la possibilité justement à ce qu'on puisse avoir son propre opinion sur sa vie intime, sa vie affective, sa sexualité, qui peut être différent de ses parents, qui peut être différent des éducateurs, qui peut être différent du voisin, qui peut être différent même de ce qui est préconisé par sa religion qu'on a choisie. Voilà. Donc, aider les personnes à libérer leur expression. Je dis libérer la parole, mais libérer l'expression. C'est pour ça que j'ai amené quelques outils, parce qu'on a besoin d'outils, de pictos, de poupées que vous avez vues dehors, enfin des outils là qu'on a pour pouvoir justement libérer cette parole, cette expression qui libère la pensée, qui permet à la personne de dire « je veux, je souhaite, ça m'angoisse, ça me stresse, voilà, j'aimerais bien, ça m'excite », voilà, qu'ils puissent libérer leur propre pensée sur leur propre vie intime. Et c'est ça l'autodétermination. Que les gens puissent s'autodéterminer, dire « je », dans cette relation. Parce que le problème, c'est que si les gens, grâce à votre accompagnement, si les gens n'arrivent pas à s'autodéterminer, ils sont toujours en train de chercher votre regard, chercher votre opinion. Il va falloir qu'eux, ils prennent des décisions parce que vous n'allez pas être là dans ce lieu intime qui est la chambre, qui est les toilettes où quelqu'un les invités, qui n'est pas sur les palettes de l'ESAT. Oui, ça se fait là, comme ça, de temps en temps. Oui, des palettes de l'ESAT, ça laisse des écharpes dans les fesses, donc c'est pas terrible. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir s'autodéterminer, de dire ce qu'on souhaite soi, pour pouvoir dire à un partenaire qu'on a choisi, ou on s'est choisi, oui, je veux, non, je souhaite pas, non, je souhaite pas ici, mais plutôt tout à l'heure ou demain, ou non, je veux pas, mais peut-être ailleurs, je veux bien, ou une fois que j'ai trouvé un contraceptif. Enfin, vous voyez l'idée de l'autodétermination. Il faut vraiment inciter les personnes à s'autodéterminer. Voilà. Je vais laisser Florent prendre le relais pour un projet éducatif dans son institution. Vous voulez prendre la parole ? Alors moi, ce que je vous demande, c'est le désir sexuel. Par rapport aux neuroleptiques, antidépresseurs, la ménopause. Oh, mais vous venez en formation avec moi ? Il n'y a plus de désir du tout. Pour certaines, mais pas pour toutes. On n'arrive pas. Il faut en parler avec son médecin. D'accord. Voilà, absolument. Par rapport à son traitement. Madame, merci de dire ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. Tout ce qui est traitement, et même je vais vous faire... J'aimerais bien que vous reveniez un défi. La prochaine fois que vous allez chez le médecin, ça peut être pour un rhume, ça peut être pour n'importe quoi, ou un traitement pour la ménopause, ou toute autre chose. Juste posez la question à votre médecin par rapport aux prescriptions qu'il vous donne. Est-ce qu'il y a un médicament qui peut impacter mon libido? Juste pour voir sa tête. Parce que effectivement, les médecins n'en parlent pas assez souvent quand il y a un traitement de l'impact que ça peut avoir sur le libido. Voilà. Donc il faut peut-être lui en parler pour voir le traitement et voir s'il n'y a pas quelque chose à modifier pour que le libido revienne. Parce que si vous n'êtes pas satisfait, il faut se défendre. Par contre, on ne peut pas changer les dépresseurs parce que les antidépresseurs, comment vous expliquer,
c'est très dur de changer des dépresseurs qui nous conviennent. Mais il faut avoir cette discussion avec son médecin traitant. D'accord. Que lui, il sache que pour vous, votre libido, c'est important pour vous. Mm. Et puis voir ce qu'il peut imaginer. Et s'il dit, comme mon médecin m'a dit, oui, mais les libido des femmes, hein. C'est horrible. D'accord. Merci. J'attaque. Bonjour à tous. Alors donc moi c'est Florent Jo, je vais juste me présenter rapidement avant d'expliquer un petit peu effectivement la méthodologie qu'on a utilisée sur l'IME. Donc c'est sur l'IME La Frégate à Toulon. Donc c'est un établissement qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes avec autisme. Donc j'ai travaillé un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé aussi en foyer d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée. Et là actuellement j'ai un cabinet libéral sur Toulon où je reçois essentiellement des personnes avec autisme de type Asperger plutôt en cabinet. Donc je ne vais pas vous refaire toutes les définitions sur l'autisme, ça va être un petit peu long. Par contre, c'est vrai qu'on s'est aperçu quand même sur l'IME que l'adolescence et l'autisme n'étaient pas forcément la même adolescence, en tout cas que chez les personnes, on va dire, neurotypiques. C'est-à-dire que les changements physiologiques et physiques sont existants, ils sont universels. Par contre, tout ce qui concerne les changements comportementaux, sociaux et psychologiques, là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. On a des adolescents qui ne se tournent pas forcément vers l'extérieur, il n'y a pas forcément d'émancipation de la famille, des parents. On a même certains qui se rapprochent plus des parents à l'adolescence. Donc tout ça, on a dû le prendre en compte, en tout cas dans le projet de l'IME, en tout cas pour la vie affective et intime. Donc je vais aller directement dans la méthodologie pour savoir, en tout cas vous expliquer un petit peu comment nous on a fait. Alors ce que je vous présente là, c'est quelque chose qu'on a écrit après, c'est-à-dire qu'on a monté le projet il y a plusieurs années, il n'y avait pas beaucoup de documentation, on avait du mal à trouver des choses. Donc on a un peu navigué à vue et puis on a essayé d'être en tout cas le plus juste possible et le plus adapté en tout cas possible pour les adolescents qu'on accueille. La première chose, c'est que l'IME La Frégate dépend d'une association de parents qui s'appelle Aide Ravard. Et donc la première chose, c'est qu'on a évoqué en tout cas avec l'association le fait qu'il y avait une problématique en tout cas liée à la vie affective et intime au sein de l'établissement, voire au début même juste liée à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on avait à la préadolescence, chez beaucoup d'adolescents, des troubles sensoriels qui commencent à être complètement exacerbés, de l'auto-agressivité, de l'hétéro-agressivité. Et souvent, quelques mois après, en fait, ça c'est vraiment la période préadolescente, quelques mois après, on s'est aperçu en tout cas qu'il rentrait vraiment dans le processus pubertaire. Donc on s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait à ce moment-là. Et l'association était tout à fait d'accord et tout à fait en tout cas d'accord avec le projet, d'accord avec nous. Donc on a introduit en fait un chapitre vraiment, donc je vais appeler ça l'EVRAST, on appelait ça l'EVRAST dans l'établissement, c'est éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc on a introduit ce chapitre dans le projet d'établissement, ce qui fait que du coup c'est un projet qui était porté par la direction de l'établissement et qui nous a du coup soutenu tout au long de ces années, soutien psychologique, éducatif, mais aussi soutien financier. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'un projet comme ça, isolé au sein d'un IME, ça va capoter au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas partie prenante du projet, ça ne fonctionne pas. Et je vais juste prendre un exemple par rapport à ça, par rapport au soutien et puis, en tout cas de la direction, c'est qu'avec les personnes TSA, on a utilisé des outils vraiment concrets, spécifiques, des photos. Quand vous êtes sur votre ordinateur, allez chercher un sexe en érection avec des photos, par exemple, vous allez vite tomber sur des sites pornographiques, tout ça. Donc si vous le faites au travail et que la direction est au courant, en tout cas qu'elle le sait, au moins déjà, vous avez un cadre, on va dire, à peu près légal et vous avez un cadre par rapport aux actions que vous faites sur l'établissement. Et puis la direction nous a aussi soutenus dans les formations, c'est-à-dire qu'on a pu faire des formations, donc toute l'équipe de l'IME, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelques personnes. Après, on était 2 référents, donc là, après, nous, on allait se former un petit peu plus, mais au début, c'était vraiment toute l'équipe. La deuxième chose importante, c'est qu'une fois que c'était introduit du coup, dans le projet d'établissement, on l'a mis dans les projets individualisés d'accompagnement de chaque jeune, même à l'âge, je veux dire, même avant la préadolescence. C'est-à-dire que alors, il y avait différents types de formations. On n'a pas été vraiment spécifique sur l'autisme. On a un peu élargi aussi. On a fait des formations avec l'UNIFAF. On a Patrick Eloire qui était venu aussi sur l'établissement, qui est spécialisé dans l'autisme. Et lui, il a vraiment fait une bonne formation. Et après, nous, on faisait des formations en interne, puisque du coup, on était allé un petit peu voir aussi comment ça se passait en Belgique, surtout. On avait fait le salon en Belgique en vie d'amour. Et du coup, on avait ramené pas mal d'informations. Donc après, nous, on faisait aussi quelques petites formations. En tout cas, on sensibilisait les équipes à la vie affective et intime. Voilà. Donc chapitre dans le PIA, ce qui fait qu'à chaque réunion de PIA pour les adolescents, du coup on parle de la vie affective et intime. C'est un chapitre qui fait vraiment partie à part entière du projet de la personne.
Et ça nous paraissait indispensable. Et le fait d'avoir fait ça, ça nous a aussi aidé après en réunion, par exemple en réunion d'équipe, de parler en tout cas de la vie affective et intime de manière un peu plus fluide, de manière un peu plus naturelle, sans qu'il y ait forcément de résistance de la part des équipes. Nous, on a pris le parti d'avoir 2 référents. En fait, ça s'est fait naturellement, mais on s'est dit que c'était pas mal parce que du coup, ça centralisait un petit peu les informations au niveau de l'IME. Et l'avantage, c'est qu'on était 2 référents, un homme et une femme, et 2 corps de métier différents. C'est-à-dire qu'il y avait moi, psychologue, et ma collègue, donc Cécile Gilbert, qui était infirmière. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans des situations des fois un peu délicates avec certains parents, par exemple, pour évoquer certaines situations, certains comportements défis, on peut passer par l'aspect médical aussi. Ça peut être plus facile, en tout cas pour certains parents, de l'entendre, en tout cas voilà, sous cet aspect médical plutôt que l'aspect psychologique ou éducatif. Donc ça nous a beaucoup aidé vraiment tout au long de la recherche. Et le fait d'être 2 par rapport à une population assez difficile, en tout cas sur l'IME, parce qu'il y a beaucoup de troubles du comportement, c'est aussi pas mal parce que du coup ça permet d'échanger, même si après on échange avec toute l'équipe pluridisciplinaire. Au départ, on est quand même 2 pour au moins s'échanger les informations. Donc ça, c'était, voire je dirais même presque indispensable par rapport à ce projet-là. La 3e chose qui était pour nous important, c'est les familles. Donc c'est une association de parents, donc on a un lien de confiance avec les familles qui s'est installé, et on a toujours eu de la chance parce qu'on n'a jamais eu de résistance de la part des familles pour évoquer ce type de problématiques. On a toujours accepté, on a toujours ouvert en tout cas les portes aux parents. On a un lien direct avec les parents, ce qui nous permettait aussi de les recevoir, alors soit pour des réunions formalisées, soit non formalisées, mais pour travailler avec eux, puis pour leur expliquer aussi qu'avec l'autisme, il se passait des choses, qu'il y avait un âge chronologique qui était aussi supérieur à un âge de développement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Je prends l'exemple du coup de ceux on a plusieurs qui se sont rapprochés un peu plus de leurs parents, je dirais sensoriellement à l'adolescence. Et on s'est aperçu que pour certains, ça pouvait provoquer par exemple des érections. Donc on venait à travailler ça avec les parents pour expliquer qu'effectivement, même s'il y avait des câlins et que c'était bien pour les parents, et parce qu'ils n'avaient jamais eu forcément de contact direct physique avec leur enfant, là, à ce moment-là, par contre, il fallait qu'on travaille en tout cas différemment pour que l'adolescent puisse bénéficier on va dire de sources sensorielles plaisantes pour lui, mais que ça passe pas forcément par les parents. Donc voilà, c'est tout un travail comme ça qui peut se faire avec les parents. Bon, ça c'est un exemple, après j'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. La 4e chose, c'est l'adolescence, c'est-à-dire que pour ce type de projet, alors on a fait des ateliers en fait, on avait vraiment 2 axes de travail. Il y avait d'un côté les ateliers et de l'autre on avait tout ce qui concerne les comportements des filles, troubles du comportement. Pour les ateliers, ce qui se passait, c'est qu'on a tenté de faire des petits groupes au départ, même de 2 ou 3, sauf que c'était quasiment impossible entre celui qui a un trouble de l'attention, celui qui est en érection, celui qui veut partir. Enfin voilà, c'était carnage total. Donc on s'est dit, on va faire vraiment quelque chose d'individualisé. Donc déjà, quand on fait l'atelier vie affective et intime, ils ont chacun un projet individualisé lié à l'EVRAS, ce qui permet de savoir exactement ce qu'on va travailler, ce qui peut leur manquer en tout cas en termes d'information. Mais la première chose qu'on fait, c'est vraiment l'évaluation de l'adolescent. C'est-à-dire que déjà, on a une évaluation médicale avec des consultations médicales. Donc la plupart des adolescents font aussi ce qu'on appelle les consultations blanches, c'est-à-dire qu'ils vont à l'infirmerie même s'il ne se passe rien. Il y a une désensibilisation qui est faite. Parce que le jour où on doit effectivement, où le médecin en tout cas doit faire une consultation médicale un petit peu plus poussée, et du coup il faut que les adolescents soient en tout cas prêts à le faire. Et c'était important parce que du coup on s'est retrouvé dans des situations d'adolescents qui avaient par exemple un paraphimosis ou un phimosis, et pour travailler sur la masturbation, à un moment donné il faut quand même qu'on vérifie au niveau médical s'il n'y a pas des difficultés au niveau des traitements, si on en parlait tout à l'heure. Et la deuxième partie, c'est vraiment l'évaluation psychologique ou psychoéducative, où du coup on évalue les adolescents parce que dans un atelier, si vous présentez des outils ou des pictogrammes à un adolescent qui n'a pas de lecture de pictogrammes, ça va être compliqué. C'est comme si vous me donniez du chinois alors que je ne sais pas lire le chinois. Donc il faut savoir à quel niveau aussi est la personne. Est-ce qu'il a un niveau d'objet? Est-ce qu'il a un niveau de lecture de photos? Est-ce qu'il a un niveau de lecture de pictogrammes? Donc ça, c'est indispensable. Et on a rajouté au fil du temps ce qu'on appelle le profil sensoriel. Donc profil sensoriel, là, c'est de Dunn et Bogdachina, qui nous donnait vraiment un profil sensoriel global des personnes. Parce qu'on s'est aperçu, en tout cas sur l'IME, on était quasiment que sur de la sexualité auto-centrée, et voire on l'appelait même nous de la sensualité, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas jusqu'à la masturbation et qui n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'à la masturbation et l'éjaculation. Certains atteignent un seuil neurologique sensoriel juste avec des sensations, juste avec des caresses, juste avec un frottement. Donc ça, c'est des choses que du coup, on a dû prendre en compte aussi. On a dû aussi revoir, nous, nos représentations par rapport à la vie affective et intime. Et dernière chose, c'est l'évaluation quotidienne, c'est-à-dire qu'on est avec des adolescents, ils grandissent, ils évoluent, donc l'évaluation doit se faire en équipe, et donc ça c'est un travail qu'on fait vraiment, un travail longitudinal qu'on fait quotidiennement sur l'IME.
Je vais juste vous présenter les différents modules que nous, on a utilisés sur l'IME. Alors, des modules, il peut y en avoir jusqu'à, je pense, 6, 7. Mais tout ce qui était notion de mariage, de rapport sexuel, les maladies sexuellement transmissibles, tout ça, la grossesse aussi, ce n'est pas des sujets qu'on a abordés parce que ça ne nous paraissait pas du tout pertinent, en tout cas pour les adolescents qu'on avait sur l'IME. Après, ça peut l'être dans d'autres IME. On a échangé avec d'autres IME qui le faisaient parce que, du coup, les personnes avaient aussi un niveau de développement, un niveau intellectuel un petit peu plus haut. Donc nous, on a fait vraiment 3 modules spécifiques. Le premier module qui est sur le corps humain. Certains ne connaissent même pas leur schéma corporel. Donc même si c'est travaillé en psychomotricité, là on revenait dessus en tout cas, mais plus par rapport à cette partie, on va dire, intime. Avec le travail aussi sur l'évolution du corps dans l'espace et notamment les transformations physiques, c'est-à-dire remettre un peu de normalité aussi, c'est-à-dire oui, tu grandis, oui, tu as des poils, oui, ton sexe s'allonge, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de ton développement et c'est normal. Donc tout ça, à chaque fois, on le retravaille par rapport à des supports visuels pour les adolescents. Quel support visuel? Alors là, ça va être surtout photo et pictogramme. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on va chercher, on a créé pour chaque personne un support spécifique. On n'a pas trouvé de support qui va être universel pour tous. C'est impossible. Certains vont lire certaines photos, d'autres vont lire d'autres. Donc là, on est vraiment à chaque fois sur une recherche vraiment spécifique d'outils sur Internet. Et puis après, on les crée. Nous, on fait vraiment ce qu'on appelle des séquentiels, donc avec des images qui se suivent, par exemple. Deuxième module, là, on était plus sur les règles de vie sociale en fait, liées à la vie communautaire, on va dire, parce qu'il y a un petit internat sur l'IME de 6 places. Et puis pour la maison aussi, puisque certains des fois mettent la main dans le pantalon, dans le salon. Donc c'est vraiment là apprendre où est-ce que je peux toucher mon sexe, dans la chambre, dans la salle de bain. Donc toutes ces règles-là sociales liées à la vie intime. Et le troisième module, c'était aussi, ça c'est un gros travail qui a été fait sur l'IME par les équipes, c'est le fait de favoriser en tout cas des comportements et puis des sorties liées à leur âge. Alors même si l'âge chronologique est supérieur à l'âge développemental, il y a beaucoup de sorties qui se font à l'extérieur, d'aller boire un coup, d'aller au restaurant, un maximum de sorties socialisantes pour mettre aussi les adolescents en situation en tout cas sociale qui sont liées vraiment à leur âge. Et la dernière partie du module 3, qui était une grosse partie pour nous, c'était l'apprentissage à la masturbation. Alors on n'a pas eu à le faire beaucoup. Pourquoi? Parce que non, c'est pas un module obligatoire, non, pas du tout, effectivement. C'est vrai parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'est aperçu que certains n'avaient pas besoin en fait, d'aller jusqu'à la masturbation et certains, si vraiment sensoriellement ils étaient, on va dire, satisfaits, on voyait les tensions sexuelles, sensuelles, je sais pas comment on peut les appeler, qui diminuaient en tout cas et qui se réduisaient, les troubles du comportement qui diminuaient aussi. Donc à chaque fois, on essaie de trouver en tout cas, on va dire que si la masturbation n'est pas adaptée, c'est-à-dire que si elle est problématique, si elle présente un danger pour la personne, si elle n'est pas acceptable, là on va essayer quand même de travailler du coup avec ce jeune-là. Et l'étape qui est pour nous la plus indispensable, c'est de trouver les sources d'excitation. C'est vrai qu'avec l'autisme, avec les troubles sensoriels, on s'est aperçu qu'en fait ils avaient des sources d'excitation complètement atypiques, c'est-à-dire que même nous là on a dû se remettre aussi un petit peu... on a dû remettre un peu nos schémas, on va dire, à l'inverse, parce que du coup, on a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui sont attirés par exemple par les pieds, ça on en a plus de 50%, et ça c'est un truc qu'on n'a jamais compris. Donc les pieds dans les claquettes par exemple, les nombrils, on a de l'asphyxiophilie aussi, donc ça on a eu, les jouets musicaux, on a eu aussi un cas voilà, je appelle ça zoophilie, mais en tout cas avec l'animal de compagnie de la maison, donc là c'était extrêmement compliqué. Là on avait carrément acheté une vaginette parce qu'en fait c'est un jeune qui se faisait lécher du coup le sexe par le chien de la famille. Vous savez ce que c'est qu'une vaginette? C'est un sextoy pour hommes. T'as des photos? Ah, tu l'as carrément. Parfait. Parfait. Donc ça, c'est un masturbateur. Ouais, c'est ça. Il y a plein de modèles différents. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans un sex shop. Donc vous pouvez avoir l'accès vagin, anus, il y a bouche aussi. Il y a aussi neutre sans que ça soit visible. Vous avez ceux qui sont vibrants, ceux qui peuvent se ventouser sur la table pour être main libre. Il y a plein de sortes. Donc c'est pour que quelqu'un puisse trouver son plaisir sexuel sans que d'autres interviennent. Induire son sexe dans l'objet, c'est tout lavable, impeccable. Voilà. Donc c'est un objet personnel, ce n'est pas un objet d'institution. C'est mieux, je pense. Oui, allez-y. Alors, j'ai eu affaire à des autistes, très gentils. Alors, Ils sont tous gentils.
Tout à fait. Donc, au début, ça passait pas. Alors, j'ai dit, par exemple, comment vous dire? Vous pouvez venir, mademoiselle? Alors, c'était Philippe, check. Serre-moi la main. Et il le faisait. Et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, serre-moi la main et desserre la main. Et je ne suis pas un professionnel. Et j'ai réussi à faire ça. Voilà. Tout est possible. Pour les personnes... Excusez-moi. Pour les personnes autistes, que le jeune homme m'a dit tout à l'heure, le monsieur a dit tout à l'heure, comment la vie, comment pour eux, comme ils ne parlent pas, ni bouger, ni... comment pour eux, ça se passe la vie et sur la vie sexuelle ou dans ces choses-là, quoi. Ou dans ces choses-là, qui c'est qui est avec eux, qui c'est que... Voilà. Ah, merci pour la question. Alors je dirais qu'il n'y a pas de sexualité générale pour les personnes avec autisme, mais comme pour toutes les personnes en fait. C'est là où c'est vraiment quelque chose d'individualisé qui doit être fait, puisque chaque personne a vraiment sa sensibilité, sa sensualité, sa sexualité. Donc je ne pourrais pas répondre de manière globale, c'est-à-dire que certains vont être vraiment sur de la masturbation, d'autres vont être sur plus une recherche de sensations. Et après, en cabinet, par contre, j'ai des adultes avec autisme Asperger qui, eux, cherchent des contacts avec des femmes et qui peuvent avoir aussi des rapports sexuels avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment de tout, en fait, le spectre, comme dans l'autisme, il est vraiment extrêmement large. Ça doit être assez compliqué, non? Et c'est pas toujours facile, mais si on essaie de les accompagner au mieux. On essaie de trouver vraiment les meilleurs outils pour eux, en tout cas pour qu'ils puissent bénéficier justement de cette vie intime. Ouais. Excusez-moi. Bonjour. Je voulais Bonjour. savoir comment vous travaillez sur la notion du consentement. Parce que c'est difficile avec les autistes en général. Alors, consentement par rapport à quoi? Par rapport à avec d'autres? Avoir des relations sexuelles avec d'autres. Alors nous, on n'a pas été confrontés à la question du consentement sur l'IME parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur une sexualité auto-centrée. Alors, on a eu une fois un jeune adulte, mais qui venait de situations critiques, donc on n'était pas non plus certains du diagnostic, qui par contre était vraiment attiré par une jeune fille de l'IME. Le contact vraiment physique, mais c'est toujours pareil, c'était vraiment sur des zones isolées du corps en fait. Ça peut être le pied, le genou, un coude, vraiment des zones isolées. On n'a pas vraiment cet aspect global de la prise en compte de la personne, comme nous on pourrait l'avoir par exemple. Voilà. Oh si. Mais après, si on pose la question à la population générale par rapport à la sexualité de chaque personne, on aura tous aussi une sexualité différente. Autisme ou pas, c'est vrai que là, c'est vraiment lié au corps et lié aux sensations et puis et à notre profil. Ah bah oui, on est tous là-dessus, on est tous différents. Du coup, je crois que j'avais à peu près tout dit. Juste dire une dernière chose, c'est que on s'est aperçu quand même que les sensations qu'ils avaient à l'adolescence étaient les sensations et les recherches sensorielles qu'ils avaient à l'adolescence et qui provoquaient des stimulations, on va dire plus sexuelles à l'adolescence, étaient les mêmes que dans l'enfance.
mais du coup se manifester un petit peu différemment à l'adolescence. Donc il y a aussi le fait qu'il y a manque d'expérimentation dans l'autisme qui fait qu'ils ne vont pas forcément aller chercher d'autres sources d'excitation, d'où l'intérêt de trouver les bonnes sources d'excitation pour pouvoir ensuite les accompagner au mieux. Et surtout, parce que c'est vrai que même avec certains, on s'était posé la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on lui apprenne par exemple à se masturber avec un masturbateur ou avec les vidéos d'apprentissage à la masturbation. Et on est revenu quand même plusieurs fois sur nos schémas parce qu'on s'est dit, mais non, en fait, lui, c'est pas ça qu'il cherche. Peut-être qu'il cherche juste à être avec son jouet musical, à se frotter sur le coussin, et ça suffit, ça décharge, et il libère les tensions, et ça suffit amplement. Donc cette question de la masturbation, elle était centrale pour nous au départ, et puis en fait, on s'en est vite éloigné parce qu'on s'est aperçu que c'était pas en fait nécessaire à chaque fois, c'était pas indispensable à chaque fois. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Il y avait le monsieur, je crois, qui est... Ouais. Par rapport du coup à le cadre que vous avez pu développer au niveau de l'IME, pour tout ce qui était recherche auto-centrée de sensations, du coup plutôt niveau sensualité, parce que je pense que sexualité, forcément vous avez pu définir avec les personnes des temps et des endroits. Est-ce qu'au niveau de la sensualité c'était pareil, hein, ou est-ce que vous avez plus ouvert? Alors ça c'est une question qu'on se pose même par tous les jours, c'est-à-dire que est-ce que le comportement sensoriel qu'il a on va dire, a une valeur effectivement sensuelle ou sexuelle. Alors chez les hommes c'est assez facile à voir parce que du coup on a des érections. Chez les femmes c'est plus compliqué. Donc le travail effectivement sur la vie affective avec les femmes en institution, je trouve qu'en tout cas pour nous ça a été vraiment très difficile, sauf quand c'était marqué, c'est-à-dire qu'on a une adolescente qui s'introduisait des petits objets dans le vagin, donc là on savait qu'il y avait effectivement une excitation, une recherche de quelque chose. Donc à partir de là, si on estime en tout cas, et là malheureusement des fois peut-être qu'on fait fausse route aussi et on fait des erreurs, mais peut-être que des fois on estime qu'un comportement sensoriel est peut-être sensuel, et à ce moment-là on demande de le rediriger dans la chambre, et certains comportements sensoriels on les accepte alors qu'ils ont peut-être une valeur sensuelle et sexuelle. Ouais. C'est une recherche permanente et une observation permanente des besoins de la personne. C'est ça. Merci beaucoup. Alors moi j'ai un petit problème avec un résident, que je citerai pas le nom parce que à chaque fois il veut me caresser les pieds. Ou alors il y en a un autre, il se masturbe, il sort son sexe devant moi. Donc on lui dit à chaque fois... Oui. Vous êtes dans quel type d'établissement ? Un foyer Harry. Foyer Harry, d'accord. Foyer adulte du coup ? Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui expose son sexe quand celui ou celle en face n'a pas envie, c'est hors la loi. J'allais dire, même à la limite, vous avez le droit de porter plainte. Oui, on me je dis ça juste pour qu'on remet la loi un peu en face. C'est vrai que son comportement, c'est peut-être difficile pour lui d'apprendre à ne pas le faire, mais c'est peut-être aussi solliciter les professionnels autour de vous pour vraiment faire un travail très intense d'accompagnement avec lui pour qu'il ne dérange pas les autres à exposer son sexe. Oui, mais il le fait à beaucoup de personnes. Oui, j'imagine. L'autre chose par rapport aux pieds, c'est vrai que ce n'est pas spécifique aux personnes en situation de handicap. Vous allez dans un sex shop où vous allez trouver des pieds en silicone. Je ne sais pas ce que c'est, l'être humain dans toute sa splendeur, de créativité et de... Voilà. Certains, ça crée une excitation sexuelle. Les pieds, voilà. C'est comme ça. Bon, si ça vous dérange, comment vous pouvez lui dire que ça vous dérange ? C'est surtout ça. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Est-ce que vous avez pu lui dire qu'il arrête ? Oui. Est-ce que vous avez pu poser la question à quelqu'un de votre entourage pour vous aider à ce qu'il arrête ? Non. S'il trouve cette excitation, pas de souci, mais qu'il trouve cette excitation dans un endroit approprié de sa chambre, voilà, où il peut, pratiquer ce qu'il a envie de pratiquer et trouver cette excitation, mais pas solliciter ceux qui ne sont pas intéressés. Disons qu'il me caresse les pieds et en même temps il se masturbe. Ah, non, mais ça c'est hors la loi. Si vous n'avez pas envie, c'est hors la loi. D'accord. Voilà, il faut qu'il le sache. Voilà. Merci, madame. De rien. Monsieur souhaiterait s'exprimer. Oui. C'est un viol, il a dit. Alors,
le viol, juste parce qu'on est sur la partie législation, un viol, c'est une pénétration avec un objet ou une partie du corps, donc que la personne ne souhaite pas, par surprise, menace, contrainte. Désolée d'être aussi précis, mais je profite de votre mot pour s'assurer que tout le groupe a compris ce que c'est qu'un viol. Donc c'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Voilà. Voilà. Et lui, il est aussi exhibitionniste parce qu'il expose son sexe. Voilà. Merci pour cette opportunité. Bien. Il y a d'autres questions. Il y avait une autre question? Non, il y avait une autre remarque? Oui, moi j'avais envie de demander à Florent, de quelle façon la direction de l'établissement ou l'association vous a donné feu vert pour votre projet? C'est une bonne question. Je pense qu'ils ont compris ils ont compris la démarche et c'est un établissement dans lequel je suis resté plus de 10 ans et il y avait une raison à ça, c'est qu'il y avait toujours des projets qui se faisaient. Il y avait une compréhension aussi de l'autisme, il y avait une compréhension de la personne, il y avait une prise en compte de la personne. Quel que soit le type de personne, on a accueilli beaucoup d'adolescents qui avaient des troubles du comportement massif. Enfin, c'était vraiment la règle de l'institution, c'est une prise en charge globale. Donc pour eux, je pense que c'était même une évidence que les VRAS fassent partie de leur projet. Comme on leur apprend à se doucher, comme on leur apprend à bien manger, comme on leur apprend à sortir, à se socialiser, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Et je vois que vous avez donc eu des outils pédagogiques pour faciliter la communication. Est-ce qu'il y avait un budget pour ce genre de choses? Alors effectivement, il y avait un budget. Du coup, vu que le projet était inclus dans le projet institutionnel, on avait un financement. Quand on est allé au salon Vie d'amour en Belgique, ça a été aussi financé par l'établissement. Enfin voilà, il y a tout un budget qui avait été alloué pour ce projet-là, comme pour les autres d'ailleurs. C'était vraiment, on va dire, équivalent par rapport aux autres projets. Ouais. Dernière question un peu institutionnelle. Est-ce que votre direction a participé à vos formations sur la vie intime, la vie affective, la sexualité? Oui. Bon, je ne peux qu'encourager, moi qui passe mon temps dans les établissements pour des formations, ça change tout quand on a des personnes de la direction et des cadres pour comprendre le quoi, le comment, le pourquoi, pour que tout le monde chemine ensemble, pour que tout le monde comprenne ces initiatives qui peuvent être très, très, très intimes. Et on n'est pas hors la loi, c'est pour s'assurer que cette personne puisse s'intégrer dans la société, qu'il puisse être plus à l'aise dans sa vie et sa sexualité, tant qu'on ne touche à rien. Tant qu'on touche à rien, on n'est pas là pour toucher un sexe, pour faire un travail éducatif. On va utiliser un tas d'outils pour... Il y a des personnes qui représentent la direction d'un établissement ici? Bien. Alors, c'était juste parce que ça s'est passé mercredi. J'étais en formation avec la direction et un chef de service qui participait. Je nommerai pas l'établissement. Et le chef de service va participer à la formation, sauf qu'il avait son téléphone. Et il sort, répond au téléphone, et il revient, et dans l'oreille de l'autre. Et donc, il sort pour le 4, 5, 6e fois. La formatrice commence à trouver ça un peu lourd. Donc, je suis allée dans mon sac. Je vais vous montrer ce que j'ai sorti. Et j'ai mis une bouteille de gel lubrifiant à sa place. Et j'ai dit, monsieur, quand il est rentré, il regarde ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais vous savez que pour avoir un rapport sexuel, du va-et-vient, c'est très important. Mais une formation professionnelle, c'est très irritant. Donc oui, on a besoin de... Je les pratique depuis un moment. Donc effectivement, si ces personnes de la direction vont être là, il faut vraiment être là. Parce que j'allais dire, oui, vous avez plein de responsabilités, mais ça fait souder une équipe autour des projets qui ne sont pas simples à mener. C'est un don, j'allais dire, de soi un peu spécifique parce qu'on va parler de choses si intimes. Donc si tout le monde peut être là, un peu investi pour ces temps de formation, dont la direction, les cadres, c'est quand même soutenant.
tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'espace intime, de chambre, de quels espaces intimes avez-vous pour inviter quelqu'un de votre choix? Est-ce que cette personne de votre choix peut passer la nuit? Vous avez parlé d'avoir un lit où on peut partager un lit. Qu'en est-il dans vos structures? Parlez pas tous en même temps. Attendez, vous avez besoin d'un micro. Nous, on a certains résidents ils sont en couple. D'accord. Voilà. Et être en couple chez vous, est-ce qu'il y a des couples qui souhaitent partager une chambre? Est-ce qu'il y a des couples qui souhaitent chacun garde sa chambre? Non, il y en a qui sont ensemble dans leur chambre. D'accord. Et donc ils partagent la même chambre. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a de la place dans les studios, dans les appartements, pour qu'on puisse être à deux. Ils sont un peu... Oui. C'est un peu serré. C'est des chambres doubles. D'accord, ok. D'accord. Et si le couple décide de se séparer, ce qui peut arriver, comment ça marche? Je vois des grimaces là. Comment ça se passe? Là, c'est autre chose. Là, c'est la grosse difficulté. Alors, pourquoi c'est difficile quand un couple décide de se séparer? Parce qu'il n'y a pas de chambre forcément de libre et que c'est difficile à l'heure actuelle. Enfin là, il y a un couple qui va se séparer justement en plein dedans. Mais donc il y a réorganisation, mais c'est... Ça veut dire qu'il y a des volontaires qui doivent se dire « Ok, je suis OK pour partager ma chambre avec elle » et lui, il va ailleurs. Justement, c'est par rapport à ça. D'accord. Donc un couple qui va se mettre ensemble dans une chambre double, ce qui fait qu'automatiquement, le Ouais. couple numéro 2 peut se séparer. Qui vont se bouger. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Oui. Oui, voilà, les réalités de... Alors, il y avait aussi monsieur à lunettes, aussi, mais... Merci. Oui, je suis bénévole, non professionnel, mais dirigeant d'association. Nous avons, avec beaucoup de difficultés, commencé à permettre à des personnes étrangères à venir... S'il vous plaît, allez-y, recommencez, monsieur. Pardon, nous avons, avec beaucoup de difficultés, permis à des personnes étrangères à venir partager la chambre d'un résident, qui soit autre résident ou personne extérieure. Mais il faut bien comprendre que nous avons des réticences, non seulement des autres résidents, nous avons des réticences de leur famille, des autres familles, pas forcément de la famille de la personne intéressée. Et c'est aussi des réticences que nous avons et que nous, en tant que dirigeants associatifs, c'est mon cas, que nous devons essayer de franchir. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Un lit, ça coûte la peau des fesses, hein. Très bien. Et il fallait certainement demander pour... Non, ça s'est passé. Mais dis donc, vous avez de la chance ici. Hein. C'est pas dans toutes les régions, c'est possible, donc tant mieux. Voilà, ok. Monsieur, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur inviter quelqu'un. S'inviter quand on habite tous dans le même foyer, c'est une chose. Inviter quelqu'un de l'extérieur et quelles peuvent être les préoccupations de la structure d'inviter un tiers extérieur qu'on ne connaît pas? Qui c'est? Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant? Est-ce qu'on peut lui demander sa carte d'identité? Voilà, tout un tas de... C'est bien ça que les directions de site, les directeurs, moi je ne suis qu'un bénévole, je ne suis pas professionnel, je suis architecte, donc je n'ai rien à voir là-dedans, mais c'est faire comprendre à nos directions, c'est la fameuse prise de risque qui fait frémir quand on fait des réunions de travail avec les professionnels. C'est là où on a toute cette difficulté. Mais il y a souvent des gens que nous hébergeons dans nos établissements qui travaillent dans des ESAT, par exemple, et qui sont avec des jeunes, filles ou garçons, qui sont dans le même... Femmes ou hommes. Et qui se retrouvent dans un autre établissement. Alors, quand notre établissement est un peu plus permissif, ils viennent chez nous. Quand l'autre structure est plus... Mais c'est difficile. Je peux vous assurer que même parmi les professionnels, qui sont tous bienveillants, je ne mets pas d'anathème sur rien, il y en a certains qui voient mal, il y a des résidents qui côtoient ces gens-là et qui, peut-être par une certaine jalousie,
un sentiment d'échec pour eux-mêmes, ils voient la situation très délicate. Et puis, il y a la présence des familles. Et les familles, c'est non seulement la famille des personnes considérées, mais les personnes des autres résidents qui disent vous incitez mon fils, ma fille, à avoir des pratiques alors qu'ils ne s'intéressent pas à ça, parce que c'est le mot qu'ils emploient. Alors, moi, je suis persuadé qu'ils s'intéressent à ça. Mais c'est quand même délicat, effectivement, j'allais dire, cette intimité de ces personnes, quand dans les couloirs, j'allais dire, quelqu'un est quand même chez lui. Et sa porte est peut-être ouverte parce que la femme du ménage passe. Donc, on a quand même un tiers extérieur qui est extérieur à l'établissement, qui est là, qui est présent dans un lieu de vie où on est là sur le canapé, sur un fauteuil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même le questionnement. Mais j'adore votre mot, prise de risque. Voilà. Parfois, il faut savoir prendre des risques et voir ce qui s'y passe pour relativiser le risque réel que ça... Est-ce que c'est devenu, pour le dire vulgairement, le bordel chez vous depuis? Non, mais on réfléchit à d'autres choses parce que non seulement il y a des demandes. Les demandes, nous les avons. On tente de les satisfaire. Alors, surtout, dans mon cas, qui suis seulement famille, bénévole, et on reçoit les choses et on veut que ça avance. Mais il faut franchir tous les obstacles qu'il y a, ou les freins qui peuvent exister. Mais on réfléchit à avoir des lieux un peu plus, je dirais, à condition qu'on en ait les moyens financiers, architecturaux, pour avoir ces lieux qu'on arriverait à sortir un peu de l'établissement pour permettre le développement de cette relation sans tous les problèmes que je vous signale. Merci de parler de développer ces relations parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Très souvent, on dit « mais ils papillonnent dans leurs relations ». Mais je pose la question, quelles opportunités ils ont pour élaborer leurs relations? C'est vrai que ça papillonnerait peut-être moins si on pouvait réellement décider de passer toute la soirée avec une pizza, à regarder la télé, à rien faire, pas d'activité, pas de schmilblick, ne pas être dérangé par je ne sais pas qui, si... La relation sera peut-être autre s'ils avaient ces possibilités de vraiment élaborer leur relation avec le temps qu'il faut pour élaborer sa relation. Tout à fait. Bien, merci. Oui, madame, de nouveau. Alors moi, j'ai eu la chance, comment dire, mon petit ami, mon chéri, après 21 ans de vie commune, il aura le choix ce week-end d'être invité par le foyer Harry de cette impasse des Petits Champs. Depuis 21, il a été invité dans le passé? Non, il a été invité dans le passé et dans le futur. Oh, d'accord, ok. C'est pas la première fois qu'il est invité? Non, mais j'ai eu cette chance. Ce week-end, il sera invité avec le pass. Vous allez... Ah oui, il a le pass, tout à fait. Il était motivé, là, pour le coup. Je comprends, moi aussi. Merci. Bon, c'est parce que, monsieur, vous avez parlé aussi des familles. Comment institutionnellement on peut soutenir les familles dans leur réflexion? Moi, à chaque fois que je donne une formation, je propose, pendant ce temps de formation, de proposer une soirée aux parents. Parce qu'on n'avancera pas sans les parents. Il faut qu'on les encourage à faire partie de cette réflexion. J'ai une petite idée derrière la tête, monsieur, dame. Il y a des parents qui sont là, j'imagine. Plus on va associer les parents à cette réflexion, plus ils vont pouvoir intellectualiser les choses et laisser vivre plus facilement la vie intime de leur enfant en intimité. Parce qu'ils vont être rassurés, parce qu'ils vont savoir que c'est accompagné éducativement, parce que c'est accompagné, parce qu'on a un lien avec le planning familial, parce qu'il y a des éducateurs qui sont à l'écoute. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on sent que cette sujet, on les sent moins vulnérables, on sent son enfant peut-être moins en danger. Vous
Voilà. Donc associer ses parents à cette réflexion, c'est passionnant de voir les parents ensemble. D'ailleurs, là où je suis intervenue cette semaine, ce groupe de parents, l'association avait imaginé que les professionnels soient là. Et je leur ai dit, pour la première fois, je préfère que les professionnels ne soient pas là, que ça soit juste entre parents. Parce que c'était leur occasion d'échanger entre eux et c'était très riche, leurs échanges entre eux sur ces questions intimes, sur l'intime vécu à la maison, mais aussi leurs craintes, leurs inquiétudes. Vous voulez bien passer le micro de voix, monsieur ? Oui, je crois que ma voix portera suffisamment. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation vis-à-vis des familles. On pense même que les familles, peut-être il y a un frein quand ils discutent de ces problèmes de leurs proches, frères, sœurs, fils ou filles, avec les professionnels. Nous avons tenté, et depuis, avec les difficultés de la pandémie, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, de créer une cellule d'écoute de parents à parents. C'est moi qui l'anime, avec une permanence téléphonique qui est à heure fixe, parce que j'ai d'autres activités que de m'occuper en tant que bénévole de mon association. Mais justement, je peux vous dire que les gens qui prennent leur téléphone et qui m'appellent, qui connaissent que mon nom, qui m'ont peut-être vu sur une estrade, mais qui ne me connaissent pas tant, c'est un courage formidable de venir parler de la chose qui les préoccupe, qui leur occupe complètement la tête pour leurs filles, leurs fils, leurs frères, leurs sœurs. Moi, je leur voue une admiration sans limite. Tout à fait. Merci, monsieur, pour cette excellente idée. Ah, une bonne idée à prendre. Très, très bien. Chouette. Merci. Madame voulait dire quelque chose aussi. Moi, je veux dire, même si les parents nous aident de ce côté-là, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que la famille n'est pas dans l'établissement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais préciser ma pensée. En fait, c'est pas vous aider, c'est pas ça. C'est qu'ils aient leur endroit où ils peuvent échanger sur le sujet. Justement, pour vous laisser tranquille. C'est ça l'idée. Sur le coup, j'avais pas bien. C'est pour ça que j'ai reposé la question, parce que sur le coup, j'avais pas bien. Et c'est ça l'idée, c'est qu'ils puissent avoir leur discussion entre eux et peut-être à un moment autre avec des professionnels, mais justement pour que ça devienne un questionnement personnel à eux et que vous puissiez élaborer. Voilà. Ok. Bien. Excusez-moi. Non. Parce que sur le coup, j'avais pas compris. Est-ce que, parce qu'on arrive vers la fin de notre temps ensemble, est-ce que quelqu'un souhaiterait partager quelque chose d'une expérience institutionnelle en positif ou moins positif sur le sujet? Parce qu'on grandit en s'entraidant. Donc si vous avez une bonne idée ou une situation qui est arrivée, maintenant vous devenez timide. Bon. Est-ce que vous avez des questions à Florent? Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiterez poser à Florent? Oui, allez-y, monsieur. D'accompagnement sur votre projet et j'aimerais avoir des précisions quant au 3e module sur l'accompagnement à une forme de socialisation, c'est ça vous parlez? C'est ça, ouais. Sur le 3e module, c'était... Le contenu précisément, en fait, vous proposez quoi sur ce module? Alors là c'était vraiment sur des sorties extérieures, donc ça a été apéro le soir par exemple pour ceux de l'internat, donc sortir un peu plus tard que d'habitude, enfin, essayer en tout cas de mettre quelque chose d'un peu différent du quotidien qu'ils ont à l'IME, parce qu'on en a quand même pas mal des adolescents, et quand ils arrivent même à l'âge de 17, 18, 19 ans, ils se retrouvent des fois à l'internat avec des petites 5-6 ans, donc voilà, c'était aussi remettre un petit peu de normalité quoi, dans l'adolescence. Un ado comme les autres, quoi. Oui. C'est ça? Un ado comme les autres. Voilà, pas mal. Bon, monsieur, dame, est-ce qu'on se dit qu'on va clôturer nos temps ensemble? Vous avez tenu le coup. Merci beaucoup, énormément pour vos... Profitez bien de tous ces stands et toutes ces personnes ressources que vous avez à côté, parce que c'est d'une richesse énorme. Hein. Profitez tous. Bon après-midi.
Merci beaucoup. Circulaire. Oui, du circulaire. Alors,